Bonsoir, il est 20 h. L'actualité ce lundi, la rentrée académique à l'IFA de Tové. Ils sont plusieurs jeunes à s'intéresser toujours au métier de l'agriculture. Les effectifs ont encore augmenté cette année. Le ministre ce matin a appelé chacun à écrire son projet professionnel. IFA de Tové hier et aujourd'hui. Dossier à suivre tout à l'heure dans ce journal. Le Togo devrait aller encore mieux économiquement cette année et l'année prochaine 2020. La BAD et le FMI tablent sur une croissance de 5%. Comment cela va se faire? Eh bien, les éclairages tout à l'heure à suivre dans ce journal. On en parle aussi ce soir. Sokolé en transe des jeunes filles qui tombent. Phénomène inédit dans plusieurs établissements de la ville. Que se passe-t-il réellement? Explication à suivre aussi dans ce journal avec le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre invité ce soir. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue dans le 20 h. 4 années passées chez nous, David Guilmour repart chez lui. L'ambassadeur des États-Unis au Togo est enfant de mission dans notre pays et comme il est d'usage, le diplomate américain est allé faire ses adieux ce lundi au Premier ministre comme ici l'homme Classou. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur David Guilmour au sortir de l'audience. J'étais très heureux de voir le Premier ministre ce matin. C'était pour dire adieu. Certainement, nous avons discuté le développement du pays, tous les projets avec lesquels nous avons travaillé, surtout le programme MCC, le Millennium Challenge, qu'on vient de signer ici à la primature jeudi dernier. Et ça, c'est un projet très intéressant qui va aider le développement du secteur des télécoms au Togo et aussi le système foncier. Donc, j'ai remercié le Premier ministre pour son engagement avec ce programme très important, avec tous les programmes que nous avons fait ici. On a fait beaucoup pour promouvoir le commerce entre les États-Unis et le Togo. Et le Premier ministre, il était très engagé avec ça, le forum AGOA. Le visa textile qu'on a réussi après le forum AGOA. Lui et moi, nous avons lancé le vol direct entre Lomé et Newark avec Ethiopian Airlines. Donc, on a beaucoup de choses qu'on a achevées en partenariat avec le Premier ministre. Et donc, c'était une occasion de rappeler ces choses et de discuter le développement du pays et l'avenir très positif pour le pays. Et je suis très heureux de jouer le rôle d'ambassadeur officieux pour le Togo parce que le Togo va me manquer beaucoup. Et certainement, je serai toujours un ami du Togo et un défenseur pour le Togo et un promoteur pour le Togo au niveau de Washington DC. Donc ça a été un grand privilège pour moi d'être l'ambassadeur des États-Unis ici au Togo. David Guilmour, enfant de mission chez nous, des propos recueillis par Robert Potobé ce matin à la primature. Je vous le disais, chacun de vous doit écrire son projet professionnel. L'exhortation ce matin du ministre de l'Agriculture aux étudiants de l'Institut national de la formation agricole, INFA de Tové. C'est la rentrée académique 2019 sur place ce matin. Et on note cette année encore l'augmentation des effectifs et un intérêt réel pour les métiers de l'agriculture. Écoutez ça là. C'est la rentrée académique 2019 à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. À ce premier jour des classes, une soixantaine de nouveaux étudiants viennent s'ajouter aux anciens, ce qui porte l'effectif à 487, dont 101 filles réparties dans les différentes filières, notamment l'agriculture, l'élevage, la foresterie, ainsi que le génie rural. Nous avons 2 cycles de formation. Le cycle de technicien agricole et le cycle de technicien supérieur agricole. Notre souci majeur, c'est de faire en telle sorte que à l'année supérieure, que tous les étudiants montent en classe supérieure et ceux qui vont sortir sortent et trouvent insertion dans de différents emplois. Le défi majeur aussi, c'est de voir l'effectif des formateurs internes augmenter pour un plus d'encadrement vraiment meilleur de nos apprenants. C'est une rentrée solennelle et le ton aux activités est ici donné par le ministre en charge de l'agriculture. Face à lui, apprenants et formateurs. Et comme l'occasion s'y prête, ils ont échangé avec leur ministre de tutelle
sur l'amélioration de la qualité de la formation et du cadre de vie des étudiants. Après avoir exposé la vision du gouvernement à travers le Plan national de développement PND, Noël Koutera Bataka a relevé ici combien l'apport des praticiens agricoles est important dans sa mise en œuvre, notamment dans l'axe 2 qui met l'accent sur la transformation agroalimentaire. Il a exhorté chacun des étudiants à écrire son projet professionnel. Le PND prône un changement de paradigme et la traduction de ce changement de paradigme, c'est aussi dans l'ensemble des dispositifs qui existent. Et pour cela, la formation devrait aussi être rénovée afin de permettre au pays de disposer des professionnels qualifiés. Et avoir des professionnels qualifiés nécessite qu'ils aient un état d'esprit. C'est pour ça que nous avons introduit comme innovation que tous les apprenants commencent leur formation avec des projets professionnels qu'ils vont améliorer avec les formations qu'ils recevront dans leur parcours pour sortir qualifiés sur la base de plans d'affaires qui peuvent leur permettre de s'insérer ou d'être habiles dans les entreprises où ils seront sollicités. Le ministre de l'Agriculture a profité de son déplacement pour visiter quelques unités de production où s'effectuent les travaux pratiques. Il a également fait un tour à la cité des étudiants en pleine rénovation pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et notez que déjà des centaines de praticiens agricoles ont été formés sur place et opérationnels sur le terrain. Comment se passe et en quoi consiste la formation à l'IFA de Tové? Focus sur l'Institut et sa place aujourd'hui dans les politiques de développement du pays, sujet en préparation sur lequel nous reviendrons si tout va bien dans le courant de cette édition. Lomé bientôt une plateforme pour investisseurs togolais européens. Le Forum économique Togo-Union européenne, c'est en effet du 13 au 14 juin prochain au menu des centaines de projets inspirés du Programme national de développement, le PND. Alors, pour le rendez-vous, quels sont les grands enjeux, les grandes lignes du forum, les éclairages dans ce document d'Augustin Kossi. Environ 400 investisseurs attendus à Lomé les 13 et 14 juin prochains pour le Forum économique Togo-Union européenne. Ce rendez-vous d'affaires, premier du genre au Togo, devra bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'UE. Il se veut une plateforme d'échange et des opportunités autour du plan national de développement PND 2018-2022 basé sur 3 axes prioritaires. L'axe 1 entend faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le deuxième axe prône le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Le troisième porte sur l'inclusion financière et économique. Et pour stimuler l'investissement européen autour de ce programme quinquennal, le Forum économique Togo-UE trace la voie. C'est tout un paquet que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a mis en place et qui doit être porté par une enveloppe conséquente de 4622,2 milliards de francs CFA ou environ 8,4 milliards de dollars. Donc ce plan de développement national pour être mis en œuvre a besoin de la participation de tous les acteurs. Ce premier forum devrait permettre à ce que nous puissions accueillir dans notre pays 400 investisseurs, que ce soit des financiers, de toute façon tous ceux-là qui pourront intervenir pour aider à mettre en valeur notre plan national de développement. Le gouvernement compte sur la participation des investisseurs, des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, 150 environ, et nous comptons également mettre en contribution nos opérateurs économiques togolais. Je voudrais parler du secteur privé togolais. Il s'agira de mettre ensemble et les opérateurs économiques de l'Union et les nôtres
pour permettre un certain renforcement de capacité des nôtres avec des projets qui sont entendus, qui auront atteint un certain niveau de maturité au plan national, pour pouvoir les coporter et les mettre en œuvre. Le PND entend donc assurer le développement et le secteur privé, la croissance en matière de création d'emplois. Et les capitaux, la technologie et l'invention seront promus à travers le Forum économique Togo-UE en juin prochain. Le projet suscite déjà des engouements et trouve un écho favorable au sein de l'Union européenne. Et la cellule climat des affaires rassure en ce qui concerne les indicateurs devant garantir un environnement des affaires. Ces derniers jours, le gouvernement a énormément investi en termes d'amélioration du climat des affaires. Le travail que nous avons fait ensemble a permis à notre pays d'améliorer son classement au niveau international. Le dernier rapport du baromètre de Conseil des investisseurs français en Afrique vient confirmer cet effort que nous avons eu à faire, en ce sens que le Togo fait partie des top 5 des pays des investisseurs en termes d'optimisme d'investissement en Afrique. C'est dire que tout le chemin est balisé pour que nous puissions mobiliser des investisseurs étrangers à venir sur nos terres. Il y aura un site qui sera lancé dans les prochains jours. Et sur le site, vous aurez toutes les informations. On aura sélectionné 100 projets bancables. Et ce sont ces 100 projets-là qui seront mis sur le site pour permettre déjà aux investisseurs d'identifier les projets qui les intéressent et faciliter donc les B2B durant l'événement. Quand on dit jeunes entrepreneurs, ce n'est pas seulement ceux qui sont à Lomé. Il y a des jeunes Togolais qui ont de très bonnes idées, mais très belles idées, mais qui n'ont pas de financement. Donc c'est le moment d'aller vers eux pour dire, mettez vos projets sur la table. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes prêts à aller mobiliser des investisseurs pour nous accompagner. Au-delà du PND, bien d'autres projets issus du secteur privé et de la diaspora, des réformes économiques vont être présentés. Le tout pour faciliter et instaurer un nouveau partenariat pour l'investissement et les emplois durables au Togo. Économie encore, je vous l'annonçais en titre, de beaux jours annoncés pour le Togo par la BAD et le FMI. Les deux institutions fixent le taux de croissance à 5% pour cette année, un peu plus encore pour 2020. Voilà pour l'annonce. Maintenant, quels sont les secteurs qui devraient porter cette croissance? Élément de réponse, Carmen Magia-Capou. Dans son nouveau rapport sur les perspectives économiques en Afrique, la Banque africaine de développement BAD annonce que l'économie togolaise devrait reprendre avec une croissance plus vigoureuse. Le PIB devrait se situer à 5% cette année et 5,3% en 2020. Le déficit budgétaire devrait s'améliorer et s'établir à 1,6% du PIB en 2019, indique la banque dans son rapport. Du côté du Fonds monétaire international FMI, l'on estime également que l'économie du Togo pourrait retrouver toute sa vivacité en 2019 avec une croissance attendue à 5% et une dette publique de 69%, soit en dessous de la barre des 70% de l'UEMOA. L'agriculture demeure le fondement de l'économie togolaise avec une contribution de 1,7 point de pourcentage à la croissance en 2017, estiment les deux institutions. Entre 2018 et 2019, le secteur tertiaire devrait bénéficier de la capacité du port de Lomé étendue grâce à l'installation d'équipements modernes de transbordement. Une forte mobilisation des recettes fiscales, le secteur énergétique, les efforts d'intégration régionale, la facilitation des échanges et un indice d'intégration régionale élevé devraient porter la croissance selon la BAD. Le FMI de son côté pense qu'avec l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FEC négocié avec le Togo et la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, l'économie togolaise va encore plus évoluer. En 2019, grâce à la vigueur des exportations phosphate, clinker et coton, le déficit de la balance courante devrait également se réduire, passant de 7,9% environ en 2018 à 6,8% en 2019. De leur côté, les pouvoirs publics ont orienté leur principale intervention vers les secteurs agricoles, énergétiques et les finances publiques.
Dans le secteur de l'énergie, les autorités ont finalisé la stratégie d'accès universel à l'énergie d'ici à 2025 et en matière de finances publiques, les autorités ont continué de mobiliser les recettes. Elles ont renforcé le pouvoir des autorités fiscales et rationalisé les processus de passation des marchés. Un nouveau plan national de développement pour 2018-2022 a été adopté en août 2018. Il permettra de mettre en place un hub à logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. L'actualité, c'est aussi l'aviation civile dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont en réunion à Lomé, session de formation précisément. La gestion de conformité aux normes et pratiques commandées constitue le module. Les précisions à la cérémonie d'ouverture ce matin, c'est avec Chassim Labaga. La Convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile est au centre de cette session de formation. Ici, les cadres moyens et supérieurs des autorités de l'aviation civile de 8 pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Ouest se font outiller sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, conformément à l'esprit et à la lettre de cette convention. L'aviation civile internationale est transfrontalière. Donc, si on regarde donc que l'aviation ne connaît pas les frontières, on voyage de pays en pays. Donc, il faut que la façon d'utiliser l'espace aérien, la façon de conduire l'avion, la façon de mettre les différents équipements dans l'avion, la façon d'exploiter les aérodromes, soit internationalement reconnue et se fasse de la même façon. D'où la Convention de Chicago, depuis 1948, où les États ont décidé donc de mettre en place les fameuses normes et pratiques recommandées. 3 modules, et ces modules vont consister à regarder d'abord quelles sont les stratégies qui sont mises en place, c'est-à-dire au niveau de l'OACI, qu'est-ce que nous mettons en place au plan mondial, qu'est-ce qu'au niveau régional, les stratégies sont mises en place, donc au niveau par exemple de la région en Afrique, qu'est-ce qui est mis en place. Études de cas, exercices pratiques et partage d'expériences seront mis à profit pour une meilleure appropriation de ces différents modules. Le Togo, dont les performances en matière de sécurité, de sûreté et de bonnes pratiques font de lui l'un des meilleurs élèves en Afrique dans le domaine de l'aviation civile, veut consolider ses acquis. Si vous prenez les audits, c'est la zone la plus en retard, c'est la zone WACAF. C'est-à-dire qu'en matière de taux d'atteinte du taux de sûreté qui est le minimum 60% en supervision de la sécurité et 65% en supervision de la sûreté. Le Togo est au-delà. Vous savez bien, en 2016, nous étions premiers en Afrique avec un taux de 85-77%. Alors, cette formation est capitale. Quand un avion décolle, il n'y a pas un parking en l'air. Donc, avant de partir, il faut qu'il y ait pas des installations sûres et sécurisées, prendre des avions sûrs et sécurisés, pilotés des pilotes chevronnés pour arriver à bon port. Voilà. Donc, nous, au Togo, nous avons fait de zéro risque d'accident notre leitmotiv. C'est ça. Cette formation contribuera énormément dans la formation des jeunes cadres moyens et supérieurs. La tenue de cette session a été possible grâce à une coopération fructueuse entre le gouvernement chinois, l'OACI et le Togo. Je voudrais tout d'abord saluer l'engagement du gouvernement togolais pour améliorer la sûreté et la sécurité de l'aviation civile au Togo. Les formations du genre, j'en suis sûr, pourront bien bénéficier au développement du pays et au bien-être de la population togolaise. Je voudrais également saluer les efforts remarquables de l'OACI pour renforcer les capacités du personnel technique des autorités de l'aviation civile au Togo et en Afrique. Le ministre des Infrastructures et des Transports a salué la tenue de cette session de formation qui va permettre aux États d'établir et de maintenir un système de supervision, de sûreté et de sécurité aérienne durable en Afrique. Le nombre de décès dans les accidents d'aéronefs augmente par rapport aux années précédentes et aussi la moyenne mondiale du taux de mise en œuvre effective issu des audits effectués par les organismes spécialisés a montré que 50% de ces accidents se déroulent en Afrique. Et donc, à cet égard,
Cette formation vient renforcer les capacités de nos cadres d'aviation civile en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté, afin d'aider à l'établissement de structures d'aviation robustes et durables. Elle donne également les outils permettant de planifier l'atteinte des objectifs attendus de façon efficace et efficiente, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles. Cette session de 5 jours est la 4e tenue en Afrique. Elle fait partie d'une vaste campagne mondiale de 24 formations organisées par l'OACI avec l'appui financier de la République populaire de Chine. C'était notre 3e titre. Direction maintenant Sokolé et ce phénomène inédit sur place des filles de plusieurs établissements de la ville qui tombent d'elles-mêmes au même moment, presque en transe, des crises inexpliquées, stupeur dans la ville. Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a essayé de comprendre le phénomène sur place. Nous sommes justement avec le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Aoussi Sossinou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous étiez, d'après nos conversations tout à l'heure, vous étiez dans la zone au moment des premières crises. Alors, comment décrivez-nous un peu ce que vous avez vu sur place? Exactement. Merci, Gerson. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les téléspectatrices. Nous étions au lancement de la campagne de la vaccination rubéole rougeole dans la préfecture de Meaux, précisément à Djarpanga, quand nous avons été saisis par notre autorité ministérielle pour nous rendre rapidement à Sokolé pour voir qu'est-ce qui se passe parce que les enfants étaient en train de tomber. J'étais en compagnie de la représentante de l'OMS et ensemble avec le directeur régional de la santé et le directeur préfectoral de la santé, on s'était rendu rapidement à Sokolé. Effectivement, le premier cas que nous pouvons appeler épidémiologiquement le cas index, c'était une jeune fille qui arrivait à l'école légèrement en retard et arrivée à l'entrée de l'école, s'était écroulée. Donc quand elle était tombée, ses camarades, les enseignants lui ont porté secours et puis s'en est suivi toute une vague d'élèves qui ont commencé par tomber. D'abord, sans explication, sans tremblement de terre, rien. Il y a 2 ou 3 qui étaient tombés. C'était que des filles, c'était des gamines de 13, 14, 15 ans en allant. Et rapidement, le directeur de l'école a demandé qu'on puisse les amener à l'hôpital, dans le centre de santé le plus proche. Et par la suite, il y a d'autres qui étaient en classe qui étaient également tombés et finalement, par la suite, il a ordonné que toutes les filles de l'école rentrent à la maison et là, carrément en rentrant, il y a tout un nombre impressionnant qui était tombé. Je crois que le jour-là, on était largement au-delà de près de 20 enfants qui étaient tombés. Alors, avec la représentante de l'OMS, quand on s'était rendu sur les lieux, à l'hôpital, pour celles qui étaient admises au CHR Sokolé, effectivement, on avait vu ces enfants qui décrivaient un symptôme similaire. Que j'ai vu mon camarade tomber et puis j'ai senti moi aussi le vertige et puis j'étais tombé. Donc la peur, voilà. En fait, tout ça rentre dans ce qu'on peut appeler un syndrome de peur-panique. Elle a vu sa camarade tomber et puis elle a eu la même sensation, elle est tombée. Alors, mais le phénomène s'est produit aussi ailleurs, dans d'autres établissements. Effectivement. Alors, par la suite, nous avons essayé de les rassurer parce que toutes les analyses qui avaient été effectuées le jour-là, tout était normal. Donc, elles étaient rentrées. Je voudrais rappeler que ça n'avait pas touché une ethnie. J'avais vu, pour la plupart des filles, il y avait des filles Kotokoli, des Kabiais, des Losso, des Évé, des Boba, etc., etc. Donc, il n'y avait pas de catégorisation ethnique. Ça, je vais faire cette précision parce que par la suite, vous verrez les messages qui passent sur les WhatsApp et tout ça. Là, c'est pour commencer déjà par démystifier un peu le mal. Alors, par la suite, le phénomène a continué. Et d'autres écoles étaient touchées. Ce qui était intéressant, c'est que déjà quand nous étions arrivés dans la ville, le préfet plus les dignitaires de la localité, les responsables scolaires étaient déjà chez le préfet et les réunions étaient animées pour essayer de voir comment ils peuvent gérer la situation.
Et ce jour-là, avec notre présence, tout le monde était rassuré, les parents étaient rassurés, et puis on était parti. Mais curieusement, ça avait continué, ce qui avait nécessité une deuxième mission que le gouvernement avait déclenchée rapidement sur place, avec des psychologues, des neurologues, des psychiatres, des sociologues, pour essayer de maîtriser le mal. Est-ce que c'est un phénomène qui s'est déjà manifesté ailleurs, en dehors du Togo, en dehors d'autres villes du Togo? Est-ce que c'est un phénomène récent? Dites-nous, est-ce que c'est un phénomène togolais? Alors, pas du tout, c'est pas un phénomène togolais. La psychose collective, aboutissant à une hystérie collective, c'est vieux dans le temps. Quand vous allez dans la revue de la littérature, tout un phénomène est décrit. Je vais commencer même par le Togo pour faire rire un peu. Il y a quelques années, si vous avez bonne mémoire, il y avait une psychose collective qui avait même créé des hystéries collectives où le phénomène de sexe qui disparaît. Oui, on disait que si vous saluez quelqu'un que vous ne connaissez pas, et réellement les gens avaient fait des crises hystériques collectives. C'est pour décrire que celui qui vit la crise, il vit réellement un phénomène réel, mais sauf que ça peut être hallucinogène. Quand on les examine, on trouve le sexe, on leur dit que ça c'est votre sexe. Il dit non, ce n'est pas son sexe, parce qu'il est rassuré que vraiment quelque chose ne va pas. Vous voyez, ça peut le phénomène d'historique collectif peut se manifester sous plusieurs formes. Il a été décrit en Tanzanie, et une hystérie collective sous forme de rire. Les élèves s'étaient mis un jour à rire, et puis ça a contaminé toute la population, et ça a même été extradé en RDC, Zaïre dans le temps. Tout récemment, c'est le Maroc où des élèves faisaient des crises délirantes comme s'ils avaient pris la drogue. On a fait tout. C'est le 13 février seulement passé là. En Guinée, ça s'est passé. En Malaisie, où eux, ils étaient touchés par le phénomène de silhouette. Une silhouette comme ça que tout le monde voyait, était paniqué dans la ville. Donc, des phénomènes de... Et donc, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas qu'au Togo. Ce n'est pas qu'au Togo, non. C'est un phénomène collectif de psychose sociale. Non, pas du tout. Inédit que ça. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, mais malheureusement entretenu par ce que je peux appeler des amateurs qui veulent expliquer coûte que coûte ce phénomène social. Et ça aggrave. Si les messages qui sortent ne permettent pas de rassurer la population, parce que c'est des situations, moins on en parle, ou du moins quand on veut en parler, quand vous faites passer des messages qui rassurent la population, je crois que... Vous disiez tout à l'heure que vous étiez à Sokoré, vous avez rencontré le préfet, les responsables de la ville, les dignitaires, pour rassurer justement la population. Alors, qu'avez-vous fait, vous, concrètement? Alors, effectivement, nous nous étions rendus à l'hôpital avec la représentante de l'OMS. On a rencontré les élèves en question, parce qu'il fallait qu'on comprenne qu'est-ce qui s'était passé. Ils nous ont expliqué. Quand nous avons vu les dossiers et tout ça, là, absolument, il n'y avait rien. Toutes les analyses étaient normales. Et quand on s'était mis à causer avec eux, c'était des élèves qui étaient rassurés tout de suite. Il y en a qui se sont mis debout et tout ça, là. Et puis, les parents les ont juste pris, ils sont rentrés à la maison. Pas eu de prescription? Non, il y avait absolument rien. Donc, vous voyez que dans la réalité, il s'agit d'atteintes psychosomatiques. Mais il n'y a pas d'atteinte organique vraie. C'est-à-dire, même si vous faites les analyses, vous ne trouverez absolument rien. Mais ça peut se manifester sous forme de peur panique. Le cas d'espèce de Sokoré, c'est la peur panique. Vous savez, quand vous avez peur, vous pouvez vous écrouler. Oui, il n'y avait pas de perte de connaissance. Qu'est-ce qui peut provoquer ça, peut-être chez la première victime? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, souvent, ça commence par un premier cas index qui crée l'affolement. Et par la suite, tous les individus qui se sentent similaires ou proches de l'individu vivent le même phénomène par phénomène psychogène. Vous voyez ça? Alors, celui qui le vit ne fait pas semblant. Donc, si vous prenez ça comme si c'était de l'amusement, là, c'est pas bon. La personne vit une crise réelle, mais aucun organe de l'organisme n'est touché. Donc, c'est une atteinte qu'on dit psychosomatique. Donc, ça affecte la psychologie et le corps de l'individu. Mais ce n'est pas mortel. Parce que la personne ne va pas sortir. C'est pour ça d'ailleurs que le message a fait passer, c'est de rassurer la population. Il faut que tout le monde fasse passer des messages pour rassurer la population. J'ai appris sur WhatsApp que les gens veulent lier ça
à l'appartenance religieuse, que les filles ne doivent pas aller à l'école, on ne doit pas les vaccinations, que les médicaments que nous donnons, des envoûtements, la sorcellerie, je crois que c'est... Ou encore à l'Esprit Saint, peut-être dans les églises. C'est de l'amateurisme. Rien de tout cela. Rien de tout cela, c'est de l'amateurisme. Je crois qu'il faut que ce soit des professionnels, les psychologues, et les psychanalystes qui puissent parler de cette histoire et rassurer la population. Nous invitons les parents à rassurer vraiment la population, les dignitaires religieux, les journalistes et tous ceux qui veulent rentrer pour expliquer ce phénomène, à ne pas affoler davantage la population, mais de rassurer la population que c'est pas propre au Togo ni à la population togolaise. J'invite tous ceux qui sont curieux de lire, d'aller sur internet et de fouiller. Ils verront qu'il y a plein de phénomènes d'hystérie collective qui est décrit partout dans le monde. Mais il y a aussi le secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique. Merci beaucoup. Oui, mais je voudrais quand même rassurer la population de l'effort que le gouvernement a fait depuis que ça a commencé, pour dire que dès les premières crises, sur instruction personnelle du chef de l'État, le gouvernement avait déjà mis une cellule de crise. J'ai participé à plusieurs réunions. Des psychologues? Ah oui, avec le Premier ministre à la primature, avec à côté le ministre de la Santé et tout son cabinet, où tous les efforts sont faits. Et sur place à Sokore, le préfet et tous les cadres, tous les jours, chacun s'évertue à donc rassurer la population. Donc je voudrais faire passer encore ce message pour dire que il faut que tout le monde contribue à faire passer le message essentiel qui est de rassurer la population et non continuer à vouloir trouver des explications qui affolent davantage la population. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Votre passage était, le but, justement, c'est de rassurer la population. Je crois que c'est fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Dans le reste de l'actualité, le contrôle citoyen de l'action publique, suivi budgétaire et participatif, thème d'échange ce lundi du réseau anticorruption RAT Togo avec ses partenaires. Rencontre à Lomé, en ligne de mire, la lutte contre la corruption au Togo. Le compte rendu de Arnold Kiliou. Le réseau anticorruption RAC Togo échange avec ses membres issus de la société civile et des médias sur les outils du contrôle citoyen de l'action publique. C'est dans la perspective d'une vision plus claire et précise des enjeux et défis en matière de lutte contre la corruption au Togo. Une fois les outils de contrôle maîtrisés, les membres pourront agir efficacement dans la prévention et la lutte contre ce fléau pour la promotion de la bonne gouvernance. Si nous voulons faire la lutte contre la corruption, il nous fallait en tant que membres un certain nombre de connaissances sur des sujets donnés. Alors nous avons choisi pour cette première sortie de nous outiller sur le contrôle citoyen de l'action publique et le budget participatif. C'est vrai que le concept en soi n'est pas nouveau, mais pour nous, en tant que membres de RAC Togo, jeune réseau qui veut s'investir dans la lutte contre la corruption, il nous fallait comprendre ce qu'on impliquait par le contrôle citoyen de l'action publique, les outils et les méthodologies dont nous disposons pour ce contrôle-là. RAC Togo appuie la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en s'investissant dans le contrôle citoyen de l'action publique. Le réseau est soutenu par l'Union européenne qui accompagne le Togo dans la promotion de la bonne gouvernance. Un mot, un seul de l'actualité à l'étranger. La présidentielle au Sénégal, la campagne bat son plein. Ils sont 5 candidats au final, dont le président sortant, Macky Sall, a sollicité le suffrage des électeurs. C'est ce dimanche, jour de vote. L'absence de sondage entretient le flou sur les chances respectives des candidats. Le livre pour refermer cette édition, ça parle de l'instruction de la femme d'émancipation. C'est sous la plume de la Tchadienne Sawambono Chimbeda. Un essai paru chez Aoudi, 52 pages. Présentation Sonia Medipo. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre l'alphabétisme, beaucoup de femmes ne finissent pas leur cycle primaire. Pire, les débats autour de la capacité de la femme à prendre des décisions et s'affirmer dans la société grâce à son instruction divisent encore aujourd'hui les sociétés africaines, en particulier celles tchadiennes. C'est l'analyse faite par la jeune femme écrivaine d'origine tchadienne Christa Sawabono Tendebe à travers ce premier essai intitulé « L'instruction de la femme au sein des sociétés africaines de nos jours ». J'ai constaté que
beaucoup de faits de la société handicapent la scolarisation de la fille, à savoir les mariages précoces, la discrimination. On privilégie la scolarisation des garçons au détriment des filles. Et il y a aussi ce concept de complexité, c'est-à-dire certaines femmes ont eu la chance d'aller un peu plus loin dans les études, mais arrivées à un certain niveau, elles se voient devant les faits accomplis, c'est-à-dire les hommes se complexent de leur niveau intellectuel. Le message que je véhicule, c'est un message de sensibilisation, c'est un message de changement de mentalité. Cet essai de 52 pages publié aux éditions Aoudi est structuré en 5 histoires vécues et est écrit dans un style soigné, simple et accessible à tous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a choisi un style accessible. C'est le registre standard qui peut être lu par peut-être la couturière d'à côté comme l'enseignante. Je crois que ce message peut passer valablement dans toutes les couches sociales. L'auteur Christa Sawabono Tendebe est titulaire d'une licence professionnelle en gestion des ressources humaines et une licence générale en sciences de l'éducation et de la formation. Pour la jeune femme, cette œuvre est la première d'une série d'œuvres littéraires qui s'inscrit dans un grand projet d'accompagnement des filles déscolarisées. Communiqué avant de nous séparer ce soir, communiqué dans le cadre du renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du Code électoral, l'Assemblée nationale procédera à l'élection de 3 personnalités pour représenter les partis politiques extra-parlementaires et de 3 personnalités pour représenter les organisations de la société civile au sein de cette institution. À cet effet, la présidente de l'Assemblée nationale informe les partis politiques extra-parlementaires et les organisations de la société civile intéressées que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 4 mars 2019 à 16 h au plus tard. Les partis politiques et les organisations de la société civile doivent s'assurer que les personnalités proposées ne sont pas dans l'un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 13 du Code électoral. Les dossiers sont déposés à son secrétariat particulier sous pli fermé avec la mention « Candidature à la CENI ». Pièce à fournir, une lettre de recommandation du parti politique extra-parlementaire ou de l'organisation de la société civile, une copie du récépissé du parti politique ou de l'organisation de la société civile, une copie légalisée de l'acte de naissance, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical datant de moins de 3 mois, attestant que l'intéressé est médicalement apte à assumer les fonctions sollicitées, un curriculum vitae détaillé et actualisé, une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité, carte d'identité nationale ou passeport, communiqué donc de la présidente de l'Assemblée nationale. À l'attention maintenant des candidats ayant déposé leur dossier dans le cadre du concours de recrutement des élèves magistrats de 2014, suspendu. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, porte à la connaissance des candidats ayant déposé leur dossier dans le cadre du concours externe et interne d'entrée au Centre de formation des professions de justice, département des magistrats au titre des années académiques 2014-2015 et 2015-2016, ce qui suit. Par arrêté numéro 015/MJ-CFPJ du 14 février 2019, un concours externe et interne d'entrée au Centre de formation des professions de justice, département des magistrats au titre des années académiques 2019-2020 et 2020-2021 est ouvert. Cet arrêté rapporte l'arrêté numéro 24/MJRIR-CFPJ du 9 septembre 2014 portant ouverture d'un concours interne et externe d'entrée au Centre de formation des professions de justice, département des magistrats au titre des années académiques 2014-2015 et 2015-2016. Par arrêté numéro 014/MJ
CFPJ du 14 février 2019, un concours externe et interne d'entrée au centre de formation des professions de justice, département des greffiers et secrétaires de parquet au titre des années académiques 2019-2020 et 2020-2021 est également ouvert. Par conséquent, ils sont priés de passer au centre de formation des professions de justice à partir du 18 mars 2019 pour retirer les 10 dossiers et, le cas échéant, faire un nouveau dépôt de candidature dans les conditions suivantes. 1. Ceux qui remplissent les conditions prévues pour le nouveau concours de recrutement d'élèves magistrats subventionnés et désireux de postuler sont priés de se présenter munis de leur demande manuscrite non timbrée, d'un casier judiciaire et d'un certificat médical pour actualiser leur dossier et les déposer immédiatement sans paiement de nouveaux frais de quittance. 2. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de diplôme fixées par le nouveau concours de recrutement d'élèves magistrats et désireux de postuler au concours de recrutement d'élèves greffiers et secrétaires de parquet sont priés de se présenter munis de leur demande non timbrée, d'un casier judiciaire et d'un certificat médical pour actualiser leur dossier et les déposer immédiatement sans paiement de nouveaux frais de quittance. 3. Ceux qui ne se retrouvent dans aucune des deux conditions ci-dessus mentionnées sont priés de retirer leur dossier ainsi que leurs frais de quittance. Dernier communiqué, ce soir, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, communique. Il est ouvert 2 concours d'entrée au centre de formation des professions de justice, l'un au département des magistrats, l'autre au département des greffiers et secrétaires de parquet au titre des années académiques 2019-2020 et 2020-2021. Les conditions à remplir par les candidats, les dates de dépôt et de clôture des dossiers de candidature ainsi que les lieux de dépôt, les épreuves d'admissibilité, d'admission, le programme des matières sont à consulter dans le quotidien Togo Presse ou à Lomé au CFPJ, si dans l'enceinte de l'université de Lomé et à Kara à la cour d'appel. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Seva dans le Vaud et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.